Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 29 janvier. Dans l'actualité aujourd'hui, comment se portent les entreprises vendéennes en 2014 en tout cas? Elles ont été moins nombreuses à subir la crise. C'est l'un des bilans du tribunal de commerce qui souhaite d'ailleurs accompagner les artisans avant qu'il ne soit trop tard. La France, c'est la mixité. La preuve avec cette nouvelle cérémonie de naturalisation à La Roche-sur-Yon. Et ce mercredi, les nouveaux Français étaient d'autant plus fiers de l'être après les drames et les polémiques survenues suite aux attentats à Charlie Hebdo. Elle se produit aux côtés des plus grands. La Symphonie du Marais était ce jeudi l'une des invitées de la Folle Journée à Nantes. Ce festival de musique classique connu et reconnu dans le monde entier. La conjoncture pèserait-elle moins sur les entreprises vendéennes? En tout cas, en 2014, moins de dossiers ont été enregistrés par le tribunal de commerce. Moins de dossiers, mais des affaires plus importantes, avec plus de salariés concernés. Le point avec Carl Laboureux à l'occasion de la rentrée d'audience du tribunal à La Roche-sur-Yon. Ce n'était pas arrivé depuis 2 ans. Le nombre de défaillances d'entreprises a baissé en 2014. 546 procédures collectives ont été ouvertes par le tribunal de commerce. C'est 13% de moins que l'année précédente. Dans le détail, baisse également du nombre de redressements et de liquidations. Pour autant, si ces chiffres sembleraient indiquer une dégradation de la santé des entreprises moins importante qu'en 2013 et en 2012, un autre noircit quant à lui le tableau, celui du nombre de salariés concernés en augmentation. Plus de salariés pour moins d'entreprises, c'est donc le profil de celle-ci qui évolue. C'est un autre profil, ce sont des entreprises de taille plus importante, souvent allant de 5 à 10 voire 15 salariés. Aujourd'hui, on a le sentiment que les moyennes et TPE d'entreprises n'ont plus de capitaux propres et viennent aujourd'hui au tribunal, ce qui n'était pas le cas sur les années 2011, 2012, 2013, où on n'avait que vraiment la toute petite entreprise qui venait clôturer ses comptes. Des entreprises concernées issues du bâtiment surtout, des artisans en particulier. Et c'est donc auprès des chefs d'entreprise de ce secteur d'activité que le tribunal de commerce agit et sensibilise avant qu'il ne soit trop tard. Car un tribunal de commerce n'intervient pas qu'en dernier recours. Ça fait 2 ans qu'on sillonne un peu la Vendée pour aller rencontrer les chefs d'entreprise. On les invite de plus en plus au tribunal pour venir expliquer en fait qu'au tribunal, on n'est pas là que pour une sanction, mais aussi pour les aider. Il y a des outils, on a une boîte à outils qui nous permet, avec quelques outils, d'aider le chef d'entreprise, soit par des mandats ad hoc, soit par de la conciliation, soit par un plan de sauvegarde qui est beaucoup moins lourd qu'un redressement judiciaire. Et donc on essaye de mettre à disposition et d'expliquer surtout à ces chefs d'entreprise que ça existe. Un dispositif qui va être accentué encore cette année, 2015, qui sera également marqué par le lancement effectif de la cellule d'aide psychologique proposée aux chefs d'entreprise au bord du gouffre. 2 informations à présent relatives à l'après-tempête Xynthia. La première est une confirmation, comme nous vous l'indiquions. C'est bien le lundi 16 novembre que débutera le procès en appel à Poitiers. Le procès devrait durer entre 3 et 4 semaines. Et puis la seconde information concerne les plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI. Des plans qui réglementent notamment les constructions en différentes zones, dont la zone rouge qui interdit aux propriétaires de construire ou même d'agrandir. Eh bien, le tribunal administratif de Nantes vient de trancher. Les PPRI de l'Aiguillon-sur-Mer ont été validés. En revanche, ceux de la Faute-sur-Mer pourraient être totalement annulés. Cette nouvelle est une victoire pour l'association de défense des propriétaires fautais, pour qui le PPRI a été fait dans la précipitation sans tenir compte de la réalité du terrain. On écoute le président justement de l'ADPF qui se bat depuis 4 ans maintenant. Surtout, c'est ce qui nous semblait une injustice incroyable, c'est des terrains qui avaient été achetés par des gens ou hérités ou autres au déplacement qui étaient classés constructibles par l'État, par tous les services. Et du jour au lendemain, on dit vos terrains ne valent plus rien. C'est terrible de prendre des décisions pareilles sans essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire dans ces zones-là avec ces terrains-là. Nous, on n'est pas contre un PPRI. De toute façon, il y aura PPRI et il faut PPRI. On n'est pas contre les zones rouges. Ça, il faut prévenir les gens que c'est des zones qui peuvent être inondables. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour construire dans les zones rouges.
La loi Macron est toujours au cœur des débats, d'abord à l'Assemblée. Depuis lundi, les députés se penchent sur ce projet de loi qui doit relancer la croissance. De leur côté, les syndicats poursuivent leur mobilisation et contestent notamment l'extension du travail dominical. En Vendée, CGT, FO et Solidaires ont souhaité réaffirmer leur position. Ce mercredi, ils ont d'ailleurs annoncé de nouvelles actions. 2 manifestations sont prévues avant Pâques, une à Paris, l'autre qui rassemblerait l'ensemble des secteurs professionnels. Et toujours avec le même objectif, contester la loi Macron. On écoute le représentant Force ouvrière de Vendée. Ce projet de loi, il est pris dans le cadre du pacte de responsabilité. Il est pris dans le cadre des politiques d'austérité qui sont aujourd'hui menées par ce gouvernement sous injonction de l'Union européenne. Et donc, oui, il ne va pas relancer l'activité économique. Le travail du dimanche, on n'a jamais vu ça, que ça relançait l'activité économique. Pour relancer l'activité économique, il faut, et nos 3 organisations sont d'accord là-dessus, une relance par la consommation, par le pouvoir d'achat, par une augmentation des salaires, par remettre le salaire au cœur de cette société. Les élections régionales se dérouleront à la fin de l'année. Vous élirez alors le président de la région. Le candidat du PS, Christophe Clergeau, a d'ailleurs tenu un point presse ce matin à Nantes. Aujourd'hui, il est le premier vice-président des Pays de la Loire. En décembre, il sera donc tête de liste. À moins de 12 mois du scrutin, le candidat a notamment insisté sur sa volonté de rassembler autour de 4 grandes priorités. On l'écoute au micro de Marine Fumolo. J'ai fixé dès le début de ma campagne 4 priorités. La première, c'est assurer l'avenir de l'emploi et notamment de l'emploi dans l'industrie en Pays de la Loire, qui est le socle de la richesse. La deuxième, c'est prendre le tournant de la formation tout au long de la vie, offrir à chaque jeune, à chaque salarié des chances de se former à toutes les étapes de son existence. Aller plus loin dans l'écologie, dans la transition énergétique face à la lutte contre le changement climatique, et puis inventer une nouvelle démocratie régionale qui associe encore plus fortement les citoyens à la construction de nos projets et à la construction de l'avenir. Il y a 3 semaines, la France tombait dans l'horreur après les attentats à Charlie Hebdo. Suite à ces drames, des tensions et des amalgames ont pu parfois apparaître entre les communautés. Hier, la naturalisation d'étrangers à La Roche-sur-Yon est donc devenue plus symbolique encore. Nos journalistes ont suivi la cérémonie. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir, assisté des élus, de vous remettre à chacune, à chacun, le décret de naturalisation qui marque cette entrée, cet accueil dans la nationalité, dans la citoyenneté française. C'est l'aboutissement d'un parcours parfois long pour ces 38 personnes originaires de 22 pays différents qui, durant cette cérémonie, ne cachaient pas leur émotion. C'est vraiment un immense plaisir parce que ça a été un long parcours de combattants. Donc vraiment, c'est une joie immense, quoi, d'intégrer la famille française, voilà. Je suis très contente et émue que tu sois française aujourd'hui. Quelle est ta nationalité, maman? C'est quelque chose en fait, puis maintenant on se sent français comme tout le monde, quoi. Enfin, on est français comme tout le monde. Ça prouve qu'on est toujours ouvert malgré tout ce qui se passe. Ça prouve qu'on est toujours dans un pays tolérant et que voilà, on est les bienvenus. Des cérémonies d'accueil existent depuis 2005, mais celle-ci prend une coloration un peu particulière. En ce début d'année 2015, marqué par les événements que chacun a vécu douloureusement, et donc voir aujourd'hui une démarche d'adhésion à la citoyenneté française, aux valeurs de la République, c'est vraiment quelque chose de fort en sens, en affichage, en volonté, en cohésion, en esprit d'union nationale. Et vraiment, je crois que ça méritait d'être souligné. Ainsi, près d'une centaine de personnes sont naturalisées en moyenne chaque année dans le département et plus de 50 000 sur la totalité du territoire français. On peut être au volant tout en ayant une conduite écologique, économique et sécurisée. C'est ce qui s'appelle l'éco-conduite. De plus en plus d'entreprises forment donc leurs salariés à ces nouveaux comportements. C'est le cas notamment de l'ADMR. Ici, les employés se rendent directement au domicile des clients pour du service à la personne. Les kilomètres s'accumulent donc au fil des semaines. Ces formations sont donc devenues nécessaires. Pierre Dalissu a suivi l'une d'entre elles. Je vais vous coacher au fur et à mesure des situations pour gérer la boîte de vitesse, l'accélérateur, l'anticipation. En gros, revoir totalement sa manière de conduire pour ces salariés de l'ADMR tous les jours sur les routes de Vendée.
et pour qui l'éco-conduite n'est pour le moment pas une priorité. Je pense pas, non, pas actuellement. On essaie de faire attention, mais après, c'est pas toujours... Les situations font que quelquefois, on n'est pas du tout dedans, quoi. 11 millions de kilomètres, soit 30 fois la distance Terre-Lune. C'est ce que parcourt chaque année l'ensemble des salariés de l'ADMR, uniquement sur le département. On reprend légèrement l'accélération, léger, parce que le feu est rouge, de toute façon, ça sert à rien d'aller se jeter dessus. Cette formation a donc pour but de revoir les bases de la conduite afin de donner de nouveaux réflexes pour réduire la consommation de carburant en adoptant une conduite qui devient en même temps plus sécurisante. Mais attention aux idées reçues. C'est pas une conduite papy comme on pourrait en avoir l'idée préconçue, mais au contraire c'est une conduite où on va être très très active. Et c'est pour ça que ça demande de la concentration et qu'on peut pas être à 100% tout le temps en éco-conduite. Pas à 100%, mais le plus possible, d'autant plus que cette conduite n'est pas apprise lors du permis de conduire, et encore plus pour les titulaires depuis plusieurs années. L'éco-conduite, quand on a son permis depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est pas quelque chose qui a été enseigné. Et donc, tout le monde a quelques notions sur l'éco-conduite, mais c'est des on-dit, c'est ce qu'on a vu dans une revue, ce dont on a parlé avec des amis ou en famille. Et donc, c'est pas forcément une vérité. Fin de la leçon, durant une demi-heure, beaucoup de conseils qu'il faudra assimiler pour ces professionnels sans arrêt sur les routes. Et pour certains, il y a du pain sur la planche. J'avais fait un peu abstraction de la vitesse, à quel moment passer les vitesses. Je rétrograde sans arrêt, je remonte sans arrêt. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a du travail à faire. Écologique, économique et sécurisante, l'éco-conduite, toute une philosophie. Encore faut-il l'apprendre et surtout l'adopter. Quand on est parent, il n'est jamais simple de trouver un mode de garde, de surcroît quand les horaires de travail sont atypiques. Eh bien, à Olonne-sur-Mer, une crèche répond à cette demande particulière. Elle est ouverte de 5h à 23h, 7 jours sur 7. C'est l'une des seules du genre en France. Delphine Ledu a donc retrouvé les équipes et les enfants à l'heure où normalement les établissements ferment leurs portes. Donc là, elle est prête pour rentrer à la maison. Donc quelquefois, elle part un peu plus tard, donc elle mange aussi ici. Et puis après, on attend maman. Il est 19h et pour Cléophée, 2 ans, la journée à la crèche se termine. Après avoir été douchée et mise en pyjama, c'est l'heure de retrouver sa maman qui, elle aussi, termine sa journée de travail. Quand j'ai des grosses journées comme ça, là par exemple, c'était 9h, 19h. Je demande à la crèche, à la récupérer, doucher, ce qui permet, en arrivant, on fait le repas direct et puis on a parfois un petit temps de jeu, donc c'est quand même plus agréable que d'avoir à courir pour doucher et tout. S'adapter aux horaires professionnels atypiques, être à l'écoute, tel est justement le concept de cette micro-crèche. C'est pour répondre à cette problématique que Sophie et Patricia, les gérantes, ont décidé de créer la structure. On ne voulait pas que d'autres femmes, d'autres couples ou d'autres parents connaissent cette galère d'essayer de trouver un système ou de les emmener. C'est pas intéressant à un enfant de l'emmener à un endroit, après il faut en déposer un autre à un autre endroit parce que voilà, il peut pas être accepté à un tel ou tel endroit. On s'adapte aussi en fait à la phase de l'enfant. Quand il arrive, s'il arrive en pyjama, on va le prendre en pyjama si c'est très tôt. S'il faut le recoucher, on le recouche. On va faire ses soins. S'il faut le préparer après pour le prendre un petit déjeuner, on va lui donner son petit déjeuner. Depuis 1 an, l'établissement accueille d'un côté les plus petits, de 0 à 18 mois, et de l'autre les plus grands, jusqu'à 4 ans. Chaque jour, près d'une trentaine d'enfants y passent à des heures différentes. En effet, la crèche propose 18 heures d'amplitude horaire, près de 5 heures de plus qu'une crèche conventionnelle. Un vrai atout pour les parents. C'est vrai qu'au niveau horaire, c'est intéressant. Du lundi au samedi. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Ça commence plus tôt, ça finit plus tard. La microcrèche est quand même plus chère que, on va dire, une assistante maternelle, ça c'est certain. Mais je pense que les gens qui viennent chez nous ont une autre attente, ont un autre besoin. On va dire qu'on prend du conventionnel, il n'y a pas de souci, mais on est plus adapté aux gens qui travaillent à l'envers. L'établissement a aussi pu compter sur le soutien d'une enseigne de grande distribution installée à quelques mètres, puisque certains salariés travaillent avec un rythme particulier, une particularité qui est d'ailleurs la singularité de cette crèche.
Comme chaque année, le sujet de l'orientation revient dans les discussions. Les portes ouvertes peuvent donc aider vos jeunes. Ce week-end, de nombreux collèges et lycées accueilleront le public et certains établissements de l'enseignement supérieur présenteront également leur formation. Ce sera le cas samedi à l'ICES et aux Établières à La Roche-sur-Yon. La folle journée se poursuit, vous le savez, le festival de musique classique a débuté le week-end dernier dans plusieurs villes de la région, notamment à La Roche-sur-Yon et à Challans. Et depuis mercredi, les artistes jouent à Nantes, lieu de création de la folle journée. Et parmi les musiciens internationaux, on retrouve les Vendéens de la Symphonie du Marais. Grégoire de Châtillon les a retrouvés quelques minutes avant de monter sur scène. Regardez et écoutez. Ah oui, le stress de l'avant-concert. Il a beau diriger cet ensemble musical depuis maintenant 28 ans, Hugo Rennes reste un grand stressé avant chaque concert. Il est d'ailleurs le premier à aller voir la salle pour s'en imprégner. Oui, je vais aller voir la salle, c'est ça qui me... Allez, c'est parti. C'est la 4e fois que la Symphonie du Marais joue dans le cadre de la folle journée de Nantes. C'est où alors ? Ici, à la Cité des Congrès, c'est un peu le labyrinthe pour s'y retrouver. Voilà enfin la salle. Dans une vingtaine de minutes, ils joueront Jean-Sébastien Bach. Bach, il est encore plus exigeant, je ne sais pas comment dire. Il nous attend toujours au tournant, surtout dans les derniers mouvements en général. Alors, on essaye de se détendre et aussi de s'accorder. Ouais, on la garde. Je pense que... C'est au tour des musiciens de faire leur entrée en traversant la salle. L'une des enfants, il y a plein d'enfants. On est tous des grands enfants. C'est parti pour 50 minutes de concert. Ils sont 9 musiciens à composer aujourd'hui cet ensemble de style baroque, implanté en Vendée, à la Chaboterie. Leur réputation n'est plus à faire. La musique, c'est le langage de l'émotion. Alors on espère qu'on vous a donné de l'émotion, hein, sans les paroles, comme ça, avec les notes de musique. J'ai adoré ce concert. C'était cool. Ok, et toi ? J'ai adoré, c'était très bien. J'ai bien aimé, c'était bien. J'ai bien aimé le premier morceau. Tout s'est bien passé, oui. On peut toujours... je pense que dans l'esprit du musicien, ça s'est bien passé. Là, il n'y a pas eu mais on peut toujours encore faire mieux. On est toujours à la recherche de la perfection. La Symphonie du Marais jouera à nouveau à Nantes dans le cadre de la folle journée, puis le dimanche 8 février au Théâtre Milandi de Luçon. Le calme pourrait progressivement revenir dans le ciel vendéen, du moins par endroits. Les averses seront toujours présentes, mais dans les terres, quelques éclaircies pourraient venir interrompre la pluie. En revanche, sur la côte, en plus des nuages, un épisode grêleux n'est pas exclu. Côté température, on restera dans les normales de saison. Et le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Merci.